grosse tempête, tout revole partout, installer une accrocheuse, c'est pas champion, là. Et tu vis avec aussi. Il y a une frustration de te dire, ben, cette même personne avoir été dans un centre de trauma ou dans un centre urbain, on aurait peut-être réussi à faire de quoi, tu comprends? Tu prévois le pire et t'espères pour le mieux. Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Paratus, le podcast sur la préparation d'urgence. Aujourd'hui, on a avec nous Martin Lagos. Infirmier clinicien depuis 14 ans, Martin a développé une carrière ancrée dans les soins critiques autant en milieu hospitalier urbain que dans des régions rurales et isolées de la Colombie-Britannique et du Québec. Spécialisé en rôle élargi, il a travaillé au sein de communautés autochtones et sur plusieurs sites miniers du Grand Nord québécois, du Labrador et du Nunavut, où l'autonomie clinique et l'adaptabilité sont indispensables. Sa curiosité professionnelle l'a également mené vers le domaine aéromédical et vers l'humanitaire, notamment à travers 2 missions avec Médecins sans frontières en Amérique centrale et en République centrafricaine. Chaque été, il poursuit son engagement sur le terrain en tant qu'officier médical à bord de brise-glace pour la Garde côtière canadienne, intervenant dans l'Arctique et les environnements maritimes les plus exigeants. Martin, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Salut Jean-François, merci énormément de me recevoir. Merci pour l'invitation. Très, très honoré d'être ici présent puis de pouvoir discuter avec toi. Très, très excité aussi. Ben oui, certain. Moi aussi, je suis excité de la conversation parce que je sais que tu as plein d'histoires à nous raconter. J'aimerais que tu commences peut-être par une situation clinique que tu m'avais dit que tu avais eue dans ton rôle avec la garde côtière. Bon, donc juste comprendre un peu le rôle, mon rôle au niveau de la garde côtière. Moi, je suis infirmier de formation, comme tu l'as dit à l'introduction. D'ailleurs, merci pour cette belle introduction. Et donc, le rôle est de porter, premièrement, soin euh, aux membres d'équipage du bateau. Donc, on navigue l'Arctique seulement l'été. On s'en va en région éloignée et donc, il faut être capable d'assurer la santé et la sécurité des travailleurs à bord. Et puis, on vient aussi en support à l'équipe de recherche et sauvetage. Donc, il y a une équipe de recherche et sauvetage au niveau des brises-glaces qui partent en intervention lorsqu'on reçoit une demande, un appel. Et donc, nous, on supporte cette équipe-là. On n'est pas dans le pré-hospitalier. Ben, dans une forme, oui, le bateau, tu peux le considérer comme un pré-hospitalier, mais on n'est pas dans le aller chercher nécessairement. Nous, on reste au niveau du bateau et on attend à recevoir les victimes, le patient. Il y a combien de personnes, excuse-moi, en total sur le bateau à chaque moment, puis vous êtes partis pendant combien de temps à chaque fois? Oui, donc c'est ça. Donc, écoute, ça dépend des bateaux. Je te dirais en moyenne entre 40 et 50 personnes. Il y a un des bateaux de la garde côtière, le fameux bateau scientifique l'Amundsen, que lui, il monte jusqu'à peu près 80 personnes. Donc là, on a une plus grande population. Faut se rappeler aussi que c'est tous des travailleurs, c'est tous du monde en santé. C'est des gens qui ont eu un examen médical avant de monter à bord, justement, pour pouvoir naviguer. Ouais, en moyenne, on est parti 4 semaines. Donc, on part des 4 semaines sur le bateau. Et puis là, on est opérationnel, évidemment, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous, on a des périodes de garde. Donc, on a nos jours de consultation clinique lorsque les gens ont des problèmes de santé à bord qui sont minimes, des consultations cliniques normales. Et puis, durant la nuit, on tombe de garde pour les urgences, pour les cas de recherche et sauvetage et autres. On est toujours disponible. Puis en termes de personnel médical, est-ce que es-tu tout seul comme ressource? Donc, en termes de personnel médical, effectivement, tu es la seule ressource humaine physique à bord. Tu as l'équipe de recherche et sauvetage qui est présente, qui ont une formation de premier répondant, en fait. Donc, eux, ils ont une formation qui est très bonne avec des ordonnances collectives pour pouvoir donner de la nitro, de l'aspirine, l'épipène, un peu de Ventolin. Donc, vraiment, on est dans du premier répondant quand même assez bien équipé. Donc, eux, c'est ton équipe de support s'il y a une urgence médicale grave. Mais toi, physiquement, oui, t'es la seule ressource médicale. On travaille, on travaille avec un support téléphonique avec des médecins qui sont, eux, disponibles pour nous. Donc, là, on les consulte. Donc, si ça sort de notre cadre, de notre champ d'expertise, de notre cadre légal, de nos ordonnances collectives, si on veut, à ce moment-là, on contacte le médecin. Des fois aussi, on peut les contacter juste pour avoir un avis, une discussion. J'ai un cas clinique, j'aimerais discuter avec vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Voici les signes cliniques que j'ai. Puis, on se base beaucoup sur les signes cliniques de 1920, là, tu sais, les noms des anatomistes allemands et autres. Je veux dire, c'est ça qu'on a. On a pas, on a un stéthoscope,
un gluco, des Labsticks pour les bandelettes urinaires. On a eu un ECG, puis on a un défibrillateur. Je veux dire, c'est pas mal ça notre équipement. Il y a un des bateaux de la garde côtière qui a une machine à rayon X. Donc voilà. Donc voici, ça ressemble un peu à ça. Et donc avec ça, on intervient, on stabilise, et puis on essaie de pas garder longtemps sur le bateau pour pouvoir justement évacuer. Et là, on va en parler un peu à travers le cas clinique. Comment est-ce qu'on gère cette histoire d'évacuation, de prise en charge du patient? T'as piqué ma curiosité. Vas-y, je t'écoute. Donc, écoute, on peut discuter d'un cas. On est sur un des bateaux de la garde côtière, on navigue et puis on reçoit un appel de détresse. Donc, on reçoit un appel de détresse qui ne nous vient pas de nous directement, c'est une centrale qui nous envoie l'information. Donc, l'information est assez fragmentée. Donc, on reçoit un appel comme quoi il y a quelqu'un sur une île avoisinante, pas trop loin, qui est en train de faire une réaction anaphylactique. Et donc là, on est en région isolée, région éloignée. Donc, ce sont souvent des pêcheurs qui vont avec leur téléphone satellite à la pêche, qui ont leur campement. C'est une urgence médicale, évidemment. Donc, le bateau est assez proche pour qu'on envoie une équipe en hélicoptère. Donc, nous, on se déplace. Le bateau peut pas aller accoster l'île et descendre en Zodiac. De toute façon, on n'a pas le temps. Donc, on prépare l'équipe de Search and Rescue, les premiers, les intervenants, si tu veux, les premiers répondants du bateau. Moi, je me réunis avec eux. On repasse un peu l'anaphylaxie, les protocoles qu'ils ont, l'intervention, qu'est-ce qu'ils doivent faire comme intervention prioritaire. Donc, on revoit un peu le cas clinique. Donc, moi, je fais cette préparation avec eux. On revoit un peu le matériel, on s'assure qu'ils ont tout. Donc, c'est un peu ça qu'on fait. Tu disais, fait que là, mettons, toi, tu parles avec eux. J'imagine qu'ils peuvent partir avec les épipènes que vous avez à bord, mais tu veux quand même pas vider ton stock. Puis là, toi, est-ce que tu embarques avec eux ou est-ce que habituellement tu vas rester sur le bateau? Comment ça fonctionne, ça? Ouais, donc, eux, ils ont leur propre trousse d'intervention. Ils ont une trousse d'intervention qui est assez bien garnie pour justement répondre à ce type d'urgence ponctuelle. C'est sûr que quand nous, on est à bord, si moi, je leur donne plus de médications, c'est pas nécessairement avantageux puisqu'ils n'ont pas l'habitude nécessairement de gérer d'autres médications. Tu comprends? Donc, si moi, je leur donne, je sais pas, du Benadryl injectable, mais eux, c'est pas quelque chose qu'ils sont habitués à manipuler. Donc, ils sont dans l'urgence et je veux pas rajouter une charge mentale dans leur intervention non plus. Et probablement qu'ils n'ont pas nécessairement non plus le droit, si tu veux, d'administrer ce type de médication. Donc, on reste dans leur cadre. Moi, je reste à bord du bateau. Euh, je reste à bord du bateau dans la partie recevant. Donc, moi, je prépare au niveau de l'intervention pour recevoir. C'est souvent une discussion qui est faite aussi avec le capitaine. Donc, ici, on n'est pas dans un système décisionnel où est-ce que c'est juste moi et les intervenants. On implique beaucoup de personnes à bord du bateau. On est une équipe, hein, et tout le monde a sa spécialité. Et donc, avec le capitaine aussi, on discute et lui, il va dire, moi, je préférerais que tu restes. Oh non, j'aimerais ça que tu y ailles. Moi, je vais donner mes recommandations aussi. On va parler avec l'équipe. Est-ce que c'est des intervenants qui sont habitués à gérer ce genre de situation? Est-ce que c'est la première fois qu'ils partent sur une intervention? Ah, donc là, ça change. Donc là, moi, j'embarquerai peut-être sur le bateau, sur l'hélicoptère. Donc, c'est un peu du cas par cas sans vraiment l'être. Donc, il y a une structure derrière, mais c'est sûr qu'on doit s'adapter à la situation. Ce jour-là, moi, j'étais avec une équipe très, très, très habituée qui avait fait beaucoup d'interventions, connaissait bien leur protocole, donc on était très à l'aise d'aller les prendre en charge. Et encore une fois, il faut se rappeler que nous, la seule information qu'on a, c'est quelqu'un est en train de faire une anaphylaxie. Ça peut être n'importe quoi, hein? Là, tu arrives sur place, ça peut être une grosse boîte de surprise. Donc, c'est ce qu'on a comme information. En parallèle, donc une fois que l'équipe est préparée, moi, je prépare ma clinique, évidemment, pour recevoir un patient. Donc, tout ce qui est mes équipements pour mes voies respiratoires, mon défibrillateur, mon moniteur cardiaque, mes accès, mon intraosseuse, j'ai tout. J'ai tout préparé là. Un peu comme on fait à l'hôpital où est-ce qu'on reçoit un appel avec un patient qui s'en vient en détresse. Ben, tu prépares. Et ça, c'est très mécanique, hein. On l'a fait depuis plusieurs années, donc ça devient un peu un réflexe musculaire, hein. On commence à préparer nos choses. Donc, moi, je prépare ma salle. Et en parallèle, comme je te disais, on parle avec le capitaine, on parle avec le pilote d'hélicoptère pour voir le plan de vol. Lui, il va aller là. Est-ce que de l'île, il est capable de se rendre au prochain village ou est-ce que non, on stabilise sur le bateau? Et de là,
on se rapproche avec le bateau pour aller proche du prochain village, pour aller le sortir en hélicoptère. Donc, il y a plusieurs étapes avant que le patient ou la victime puisse être vraiment dans un centre hospitalier ou dans un environnement euh, clinique un peu plus adéquat. Puis ça, Martin, est-ce que ouais, c'est ça, c'est parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui rentrent dans la décision de qui y va, comment que tu sais, où est-ce que vous allez amener la personne? Fait puis ça, est-ce que est-ce qu'il y a un protocole ou une ligne directrice ou est-ce que c'est plus, tu sais, vous vous connaissez, vous avez déjà eu des cas dans le passé, voici comment ça fonctionne ou tu sais, il y a trop de variables pour que ça soit quelque chose qui soit prévisible? Écoute, c'est un mélange de tout, hein. Oui, il y a des protocoles, et oui, il y a beaucoup d'imprévisibilité, et oui, on se connaît tous. Donc, c'est un peu de tout. OK. Mais il faut comprendre qu'on n'est pas nécessairement dans l'approche algorithmique qu'on aurait, par exemple, dans ta salle d'urgence, dans ton crash room. C'est sûr que la variable, c'est, OK, la condition du patient. Est-ce que le patient est extrêmement instable que euh, 45 minutes de vol de plus, mais ça va porter préjudice? Ou est-ce que il est assez stable? Donc, il y a tellement de variables que c'est difficile de juste s'enligner sur, OK, on fait le A, on fait le B, on fait le C, on fait le... Donc, il y a une structure, évidemment, mais il y a beaucoup de discussions. Donc, avec le capitaine, avec le pilote, avec les gens de pont, avec l'équipe d'intervention, de mon côté, avec mon médecin, moi aussi, je vais appeler mon médecin, évidemment. Je vais dire, écoute, je vous garde en stand-by ou voici ce qui s'en vient, parce que là, j'anticipe peut-être une complication ou autre. Donc, commencer à avoir déjà quelqu'un sur la ligne et pas attendre 5 minutes que quelqu'un me réponde. Donc, il y a toute cette préparation-là qui va en cours et c'est en parallèle, hein. Donc, c'est pas successif, c'est vraiment en parallèle qu'on le fait. Ce qui est intéressant, c'est que là, tu sais même pas finalement, peut-être que la personne de l'autre bord, tu sais, peut-être qu'il y a une petite piqûre de guêpe puis qui est un peu rouge puis qui va super bien, tu sais, dans le sens que vous faites ça, mais comme tu disais tantôt, tu n'as pas beaucoup d'informations. Fait que j'imagine que c'est on prévoit pour le pire, on fait, tu sais, surtout dans la situation où la personne est. Tu n'as pas beaucoup de jeux, tu sais, pour réduire l'intensité de la réponse à ce qui se passe. Fait que j'imagine que vous devez prendre pour acquis que, tu sais, c'est le pire des cas, là. C'est exactement, et puis c'est un peu ce qu'on fait à l'urgence aussi, hein. Quand on Ouais. reçoit un appel de quelqu'un, tu prévois le pire et t'espères pour le mieux. C'est toujours comme ça et c'est pas de manière pessimiste, c'est une question de préparation, c'est une question d'anticipation et puis c'est pas une anticipation non plus qui doit être anxiogène, c'est plus une anticipation de mes étapes qui vont suivre parce que, justement, moi, ce que je veux, c'est que mon patient ait le meilleur taux de survie et donc je dois anticiper justement les pires scénarios. Et là, l'information, elle est très limitée. Je ne sais pas quel âge il a, je ne sais pas c'est quoi la cause, tu comprends? Donc, je sais juste sexe masculin, réaction anaphylactique, c'est tout ce qu'on a comme information. Sexe masculin, réaction anaphylactique, c'est tout ce qu'on a comme information. Et puis, à ce stade-là, continuer à essayer de recevoir plus d'informations ou pas, ça peut porter préjudice ou ça peut être bénéfique, mais ça ne changera pas le fait qu'on doit intervenir maintenant et qu'on va aller en fonction du pire scénario possible. Et donc, on doit extraire cette personne et l'amener dans un milieu où est-ce qu'on peut euh, améliorer sa chance de survie. Et donc, ça ressemble un peu à ça, de manière très résumée, évidemment. Il y a plusieurs étapes, mais ça ressemble un peu à ça l'approche. Et ce qui est intéressant quand tu travailles dans un environnement comme ça, c'est que tu dois penser toujours à, moi, ce patient-là, je ne veux pas le garder sur mon bateau. Je veux dire, oui, je veux le garder, le stabiliser, mais moi, éventuellement, pour qu'il ait les meilleures chances de survie, ça lui prend un milieu Ouais. qui est adapté. C'est de la même façon que quand tu es dans une communauté du Nord, oui, ton patient, tu vas le traiter, mais tu veux l'évacuer. Tu veux l'évacuer vers un centre majeur avec plus de ressources. Donc, c'est la même idée. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que le bateau, lui, il bouge. Et donc, pendant qu'on fait l'intervention, nous, les navigateurs, eux, regardent, parfait. Où est-ce qu'on se déplace avec le bateau? Quel est le village le plus proche? Comment est-ce qu'on entame? On prévoit déjà avoir un médevac en stand-by? Pour se rendre parce que souvent, quand on évacue, nous, à la garde côtière, nous, on évacue vers les communautés inuites de la région, donc les dispensaires. Donc, nous, notre centre de référence, c'est un dispensaire. Et le dispensaire, lui, c'est l'hôpital. Et donc, la chaîne est loin. Et donc, nous, on évacue vers là. Donc, il faut communiquer avec le dispensaire aussi. Écoutez, on envoie quelqu'un, il y a l'avion,
Donc, il y a tellement de gens qui, la chaîne continue à... c'est très complexe, mais ça se fait très bien aussi parce que on a développé, je pense, une expertise dans ça, à travailler dans des régions éloignées, à gérer ces différentes variables. Donc, ça se fait quand même bien. C'est quand même une machine qui est bien rodée. Ça doit être assez. Puis là, j'imagine que tu sais, le bateau peut pas nécessairement accoster. Il doit y avoir certaines de ces communautés-là qui ont juste pas de port, là. Et, Fait que là, tu mentionnais le Zodiac tantôt, tu as l'hélicoptère. Là, on n'a pas parlé de la température encore, mais je veux dire, des fois, ça doit être. Fait que j'imagine qu'il faut que tu prévois aussi, même avec le peu d'équipement que tu as. Tu sais, quand on parlait de prévoir pour le pire, tu peux-tu être pris là pendant des jours? C'est-tu quelque chose qui est possible? euh, c'est pas arrivé pour le moment. Et je touche du bois, je touche tout le bois possible. Mais effectivement, tu peux être pris dans une situation où est-ce que tu es de nuit, les vols de nuit sont un peu plus à risque, hein. Par exemple, tu dois, parce que toujours en regardant en tête qu'effectivement, on peut pas nécessairement accoster partout. Et donc, le patient, on veut le sortir du bateau, on va le sortir en hélico. Est-ce que la visibilité, est-ce que la distance, est-ce que la température, les conditions météorologiques, effectivement, il y a toutes ces variables-là, en plus du contexte géographique dans lequel on est, en plus du contexte des ressources limitées. Donc, effectivement, on gère des cas, des fois, assez complexes avec très peu de ressources. Et donc, c'est la réalité du terrain. Ça arrive pas à tous les jours. On n'est pas dans un gros centre urbain où est-ce qu'on a des urgences comme ça tous les jours. Donc, on a le temps de se préparer, de pratiquer et de visualiser, si tu veux. Mais effectivement, il y a énormément de variables. Et puis, il y a des choses qu'on contrôle pas non plus. C'est super intéressant. Oui, oui, absolument. Hein. OK, fait que là, ramène-nous. Là, vous avez décidé que toi, tu vas rester sur le bateau. L'équipe de premiers répondants va partir en hélicoptère pour aller à la rencontre de cette personne-là. Ramène-nous à la situation. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Parfait. Donc, l'équipe part et donc, nous, on fait tout ce travail en parallèle dont on vient de discuter, de coordination, de gestion au niveau de ça va être quoi les prochaines étapes en fonction de, sans rien activer encore, évidemment, mais on a le plan de match. On a la structure, le canevas est là. Et donc, l'équipe part. Et donc, moi, ce que je fais, c'est que je reste en contact. Moi, je monte à la tour de navigation et puis à la timonerie, puis je monte là et puis moi, je suis présent pour les communications parce que moi, je veux savoir, je veux aussi parler avec les premiers répondants qui vont être là. Décris-moi le patient. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu as des questions? Moi, je suis là en support aussi pour les accompagner, pour qu'on puisse gérer la situation. Si jamais ils sont pas trop sûrs comment intervenir, je les guide, moi, dans ça. Donc je fais cet exercice-là. Donc, on les accompagne et comme ça, moi aussi, ça me permet de savoir qu'est-ce qui s'en vient au lieu de juste recevoir un rapport. Monsieur, on a fait ça, il s'en vient. Donc là, je suis un peu le petit oiseau sur l'épaule et le petit perroquet qui répète et qui dit répète-moi ci, qu'est-ce qui se passe, on y va comment. Et donc, c'est ça la prochaine étape, si tu veux, moi, de mon intervention, c'est d'accompagner et être un peu à l'écoute de ça, sans non plus intervenir dans les autres communications, puisque eux, les intervenants, oui, ils sont là en intervention médicale, mais ils doivent aussi parler avec le pilote d'hélicoptère, ils doivent parler avec le pont. Il y a beaucoup de communication, beaucoup de gens impliqués. Et donc, faut savoir être capable de trouver sa place. Et puis, voilà. Donc, moi, je les accompagne. Et donc, on reçoit, donc, eux s'en vont, ils atterrissent, ils s'en vont vers la victime. Et puis, finalement, donc, ils interviennent, ils me décrivent le patient, et ils font leur évaluation ABCD. Tu sais, nous, directement, tu dis anaphylaxie, obstruction des voies respiratoires, c'est la première chose que tu penses que tu veux justement intervenir. Et puis non, non, il respire bien. OK. Et bon, qu'est-ce qui se passe? Non, il est assis, il respire bien, il est alerte, éveillé. Oui, 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 t'es sûr? Il n'y a pas de... Non, non, tout est correct. Je dis parfait. Qu'est-ce qui se passe? Bon, ben finalement, il est en train de faire une cellulite au niveau du bras. Exact. Le bras était bien, bien enflé, rouge. Il s'était piqué avec une épine de, je sais pas, d'un poisson, de, je sais pas. Ils font de la pêche, ils font des campements aussi sur les îles, et donc il reste là. Il y avait une grosse, grosse, grosse cellulite au niveau du bras. Ben, parfait. Tout ce qu'on a mis en branle, tout ce qu'on avait mis en stand-by, ou tout, parfait. On va pas réutiliser de ça, mais on va quand même intervenir sur le cas. Oui, c'est ça, parce que là, lui, il est quand même sur une île extrêmement éloignée avec une cellulite relativement, tu sais, une infection c'est relativement importante, là. C'est ça. Bon, une cellulite, c'est quelque chose que moi, je peux traiter sur le bateau.
Donc, il y a pas, on n'est plus dans l'urgence vitale. On est dans une urgence, ça reste une urgence médicale, euh, pas à haut degré, mais qu'il faut intervenir. Il faut gérer, il faut traiter. Tu veux pas que ça développe en septicémie. Justement, tu es éloigné. Après moi, un choc septique au niveau du bateau, c'est difficile à gérer aussi, puisque là, tu tombes dans ta cascade avec tes vasopresseurs et autres, titrer tout ça, t'as pas de laboratoire. Je veux dire, là, on est dans un autre délire. Donc, ça reste que il faut qu'on gère ça. On est content que c'est pas une anaphylaxie, mais il faut qu'on gère ça, hein. On n'est pas devant rien non plus, tu comprends? Et donc, ça, c'est quelque chose que moi, je peux traiter au niveau du bateau. On regarde au niveau des cartes, du temps de vol. C'est quelque chose aussi qui, la victime, c'est les premiers, les intervenants, eux, ils prennent les signes vitaux, ils regardent et on se dit, ben, est-ce qu'on est en distance de vol assez pour pas avoir à passer par le bateau, par exemple? Est-ce que, est-ce qu'on peut faire 1 heure et demie de vol? Puis aller directement à la communauté inuit ou la communauté qui est la plus proche, qui lui peut-être lui correspond aussi ou ce qu'ils connaissent déjà. Parce que à la fin, il y a son dossier médical, ses antécédents, tu comprends, il y a tout ça. Donc c'est là que tu changes un peu la perception de la logistique du raisonnement. Et tu dis, OK, bon, ben passons à la prochaine étape. Maintenant, est-ce que moi je veux ça sur mon bateau? Est-ce qu'il y a besoin d'être sur le bateau en ce moment? Quel est le meilleur cheminement pour lui? Et donc, dans ce cas-ci, on a parlé avec les pilotes. Effectivement, le temps de vol était approprié pour se rendre à une communauté qui était proche, qui était justement celle qui lui appartenait. Et donc, de là, on l'a sorti, puis on l'a amené à sa communauté. Donne un appel de courtoisie à la communauté. On a telle personne qui s'en vient. Et nous, c'est ça. On a un registre aussi. On est quand même bien équipé. On a un registre aussi des numéros de téléphone des différentes communautés auxquelles on passe proche. Et donc, appel de courtoisie, parle avec l'infirmière de garde, et tu lui dis, hey, j'ai quelqu'un pour toi, il s'en vient d'hélicoptère, on discute un peu. Moi, j'ai pas évalué le patient, mais de ce que je comprends, il fait une cellulite. Puis, bon, il est stable en ce moment. Et puis, la meilleure intervention, c'est qu'il soit transféré chez vous. Mais là, c'est fascinant parce que dans le fond, c'est l'hélicoptère du bateau qui va quand même se charger de son transport pour l'amener jusqu'à l'autre communauté, là. Et il y a une fierté, tu sais, il y a une fierté derrière tout ça, puisque tu te dis, bon, on arrive tu sais, on est dans un pays où on est choyé, on est privilégié, puis pour avoir voyagé quand même assez à travers le monde, euh, on est privilégié de pouvoir offrir ça comme service à notre population, d'être capable avec un hélicoptère qui sort de nulle part, parce que t'es nulle part, et puis qui arrive, qui te prend en charge, qui te ramène. Tu sais, il y a une fierté derrière, et je pense que c'est une fierté qui est partagée au sein de toutes mes collègues de la garde côtière, tous les travailleurs de la garde côtière, de pouvoir offrir ce service-là. Quand on a des demandes de recherche et sauvetage, euh, c'est la priorité numéro un. On met tout en branle, puis on lâche pas, tu sais. Puis il y a vraiment une fierté de pouvoir offrir ce service-là. Ah oui, c'est vraiment, moi, ça m'impressionne. Là, Martin, admettons, tu sais, parce qu'à tout moment pendant l'été, est-ce que vous êtes le seul bateau à couvrir cette comme énorme région ou il y en a plusieurs? Puis là, ma question de suivi, c'est, tu sais, si cette personne-là, il lui était arrivé la même chose, mais je sais pas moi, 500 kilomètres plus loin, tu sais, si vous êtes pas proche, tu sais, est-ce que vous allez quand même aller intervenir? Parce que là, lui, s'il est tout seul sur son île, puis il faut qu'il gère son transport lui-même, puis il tombe malade pour de vrai. Fait que je suis juste curieux de voir c'est quoi tu sais, vos limitations en même temps que, tu sais, je vais dire offre de service, là, je sais pas si c'est le bon mot, là, mais je suis juste curieux de voir, tu sais, c'est quoi la limite un petit peu de ce potentiel-là? On est plusieurs bateaux. On est plusieurs bateaux à naviguer l'Arctique. Il y a une flotte qui part de Québec. Il y a une flotte qui couvre les maritimes. Il y a une flotte de l'Ouest aussi. Euh, et donc, le but, c'est quand on traverse, qu'on voyage l'Arctique, c'est souvent d'ouvrir les passages, d'escorter les bateaux de ravitaillement pour les communautés du Nord, répondre aux demandes de recherche et sauvetage. Quand une demande de recherche et sauvetage est lancée, ça devient la priorité. On arrête tout ce qu'on fait, même si on est en train d'escorter un bateau. euh, Si c'est dans notre zone et qu'on est appelé à devoir répondre, c'est la priorité. Le centre des demandes de recherche et sauvetage, lui, il évalue aussi c'est quoi les bateaux qui sont dans la zone en fonction des opérations aussi, en fonction de ce qui a été demandé. Des fois, on se ramasse à 2 bateaux à intervenir, par exemple, dans des cas de recherche.
On a quelqu'un qui est porté disparu. La dernière fois qu'il a été vu, il est parti sur sa chaloupe, par exemple. Des fois, on peut être même jusqu'à 2 bateaux à couvrir presque 2 zones et à se Wow. chevaucher un peu. Et donc, euh, et donc oui, les ressources sont mobilisées. Je te dirais que c'est ça aussi. Il y a un côté de fierté derrière ça, de dire on prend tout au sérieux, puis on intervient toujours au meilleur de nos ressources. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Wow, bravo, c'est vraiment super, j'adore ça. Pour revenir un petit peu à la situation dont on parlait tantôt, finalement, c'était une infection, puis ça s'est géré autrement. Imaginons que, tu es pas proche d'aucune, communauté, que la seule option, c'est de ramener cette personne-là, à bord de ton bateau, puis que la personne est malade, là. Tu sais, tu disais tantôt, choc septique, grosse infection, ça prend de la médication et éventuellement, il va falloir le transférer. Comment ça fonctionnerait cette partie-là? Tu sais, évidemment, tu as parlé déjà, tu sais, de te mettre en communication avec les autres services, mais là, tu as ce patient-là sur ton bateau, là, tu sais. Après ça, c'est quoi pour toi la prochaine étape? Tu sais, évidemment, la stabilisation médicale puis tout ce côté-là, puis, tu sais, j'imagine les ordonnances, la discussion médicale, mais je suis plus curieux du côté, tu sais, opérationnel. Toi, combien de temps tu peux le garder là? Comment, tu sais, ça va être quoi après ça, vos prochaines étapes? Bon, déjà gérer un patient complexe tout seul dans un environnement qui est pas un environnement hospitalier où est-ce que tu as tout le matériel, les laboratoires, les ressources humaines, physiques aussi, tout seul, c'est très complexe. Euh, gérer je veux dire, des patients compliqués, on en a tous eu, mais quand tu es tout seul, tout seul, tout seul, que c'est très complexe. Donc, pour répondre à la question, je vais peut-être commencer par dire que quand nous, on arrive sur les bateaux, on se rejoint toujours avec notre équipe de recherche et sauvetage. On fait toujours un briefing avec eux et on discute un peu de des rôles qu'on va assumer. Et ça, on le fait dès le début, hein. C'est un peu comme quand on ferait en salle de choc, quand tu dis, bon, il y a un patient qui s'en vient, OK, on va délimiter les tâches, qui est aux accès, qui est à la médication, qui est aux airways, aux voies respiratoires, pardon. Bon, qui est aux notes, on fait qui lead. Donc, on fait un peu ça sans avoir l'appel. Donc, on se rejoint un peu puis on dit, voilà, voici la clinique, voici à ce que moi je m'attends de vous, dépendamment des forces de chacun. Et donc, ça, à la base, c'est un travail qui est déjà fait parce que, advenant le cas comme celui-ci, patient environ choc septique, moi, je dois le gérer dans ma clinique, mais j'ai besoin de ressources. Je peux pas faire ça Ouais. tout seul. J'ai pas le choix d'avoir d'autres paires de bras, d'autres paires de mains qui vont m'aider, mobiliser le patient, le téléphone, faire du RCA s'il faut, m'aider à ventiler. Il y a tout ça. Il y a tout ça qui est en branle. Donc, quand moi je reçois ça, hypothétiquement, parce que c'est pas arrivé dans ce cas-ci, mais on se met là et puis là, on parle aussi. Là, le bateau, lui, il change de direction. Lui, le bateau est en mouvement vers le village le plus proche. On est déjà en mode on se dirige vers, jusqu'à ce qu'on puisse le sortir en hélico. Et il faut qu'il soit assez stable pour sortir en hélicoptère, évidemment aussi. Euh, et donc, on fait cette préparation-là. Moi, je suis avec le médecin au téléphone, avec qui on discute du cas, on fait l'évolution, on voit où est-ce qu'on s'en va. Dans le cas de choc septique, ce qui est compliqué, c'est qu'on n'a pas de laboratoire. Ton approche, ton intervention, ça devient compliqué. Mhm. T'es dans du gestion des symptômes, et voilà, c'est vraiment ça. Tu essaies de maintenir, t'essaies de maintenir une tension, tu essaies de maintenir un état d'éveil, tu essaies de maintenir une bonne circulation, une bonne perfusion, tu essaies de maintenir, mais tu es dans la gestion des symptômes, malheureusement. Et donc, c'est là que ça se complique effectivement. Mais au niveau de la préparation, au niveau de la prise en charge logistique, effectivement, encore une fois, en parallèle, on discute avec le capitaine. Tu sais, comme je t'avais dit, il y avait tellement une préparation qui se fait avant que, par exemple, ce gars-là, cette victime-là, excuse-moi, on l'aurait ramené sur le bateau parce que finalement, elle n'était pas en aphylaxie, mais finalement, elle était en train de faire un choc septique. Mais tout ce qu'on avait décidé avant reste, c'est-à-dire la communication avec le village, avec l'aéromédical au niveau de l'évacuation, avec l'hélicoptère, les plans de navigation, tout ça reste. Et donc, c'est là que c'est intéressant qu'on fasse ces exercices. Comme tu disais, est-ce qu'il y a un protocole? C'est un peu ça le protocole. Le protocole, c'est de dire, bon, si on doit extraire cette personne-là, où est-ce qu'on l'envoie, puis comment on agit, puis en attendant, est-ce qu'on la stabilise sur le bateau ou est-ce qu'on la sort directement? Donc, ça ressemble un peu à ça, mais c'est très difficile.
c'est très difficile pour le soignant, c'est très difficile pour la victime, c'est très difficile pour l'équipe. Les membres d'équipage deviennent tous très investis. Quand on est en train de faire notre navigation, tout le monde fait un peu ses tâches, mais quand il y a un cas de recherche sauvetage et qu'on a une victime à bord, ça vient chercher tout le monde. Ça vient chercher tout le monde, puis tout le monde est prêt à coopérer et aider. Donc, c'est vraiment bien de travailler dans un milieu comme ça. Ouais, c'est ça. C'est clair qu'il doit y avoir le maillage doit être plus solide, puis les gens doivent tu sais, d'emblée vouloir s'investir dans chaque situation. Surtout que tu sais, là, t'es comme la seule ressource, tu sais, vraiment d'un point de vue médical disponible, mais tu as juste deux mains. Là, fait que c'est sûr que, comme tu disais tantôt, dès qu'il y a une situation un petit peu plus complexe, tu sais, de la réanimation ou quoi que ce soit, tu as besoin d'aide de toute façon. Fait que c'est sûr que ça doit impliquer l'équipe. 100%. Et l'aide que tu as, c'est pas de l'aide qui a des connaissances médicales avancées comme tu aurais à l'hôpital, par exemple. Et donc, c'est là aussi que il y a le côté un peu enseignement dans l'urgence, et d'avoir ce côté un peu qu'il faut un peu pédagogique pour essayer d'expliquer aux gens leur rôle de manière simple, mais que leur rôle est très important aussi dans le support de l'intervention. Donc, il y a cet aspect-là aussi. Puis, il y a l'aspect, tu sais, je te dirais, Jean-François, il y a l'aspect, nous, dans notre formation d'infirmier, à la base, on n'est pas appelé dès le début à toujours prendre le lead, à être en charge du cas. Tu comprends? Comme vous êtes appelé à le faire dès le jeune âge de votre parcours médical. Et donc, on apprend à naviguer ce rôle-là, on apprend à se familiariser avec ce rôle-là, mais ça reste que c'est un rôle qu'on n'exerce pas dans la vie de tous les jours, dans notre carrière. Donc, il y a ça aussi. Donc, il y a beaucoup d'éléments. Puis c'est là que l'expérience, rester calme, tes techniques de respiration, je sais que ça paraît bête, mais moi, une des premières choses que je fais quand j'ai une situation d'urgence comme ça qui apparaît, c'est je plie les genoux puis je prends une grande respiration. Tu sais, c'est comme un peu venir perturber ton système nerveux, là, que lui, il bloque un peu. Fait que là, tu plies les genoux, en une grande respiration, puis là, tu dis, OK, on y va. Donc, cette espèce d'apprendre à cultiver ce contrôle mental, ça prend des années, ça prend du temps. Je ne suis pas encore rendu là à 100%, mais ouais. Oh oui, 100% d'accord. Absolument. Non, non, c'est important d'être capable d'avoir un petit peu le contrôle aussi, là, tu sais, surtout dans des situations dans lesquelles tu n'as pas beaucoup de contrôle. Puis Martin, là, on parlait de ton travail sur les bateaux de la garde côtière. Qu'est-ce que tu vois comme différence? Parce que tu travailles aussi tu sais, dans le Grand Nord québécois, dans des endroits qui sont aussi ruraux et éloignés, mais sur Terre, où il y a peut-être un petit peu plus de ressources, peut-être que tu sais, le rôle que tu as, peut-être même, comme tu disais il y a quelques instants, est un petit peu différent. Qu'est-ce qui change en termes de préparation quand tu travailles dans un milieu comme ça versus dans l'Arctique sur un bateau en plein milieu de on ne sait pas trop où? Ouais. En fait, c'est super intéressant comme question parce que, tu vois, quand tu es dans un bateau versus un avion ou sur la terre, il y a des il y a des en il y a ton environnement physique influence, ta capacité d'intervenir aussi jusqu'à un certain point. Tu sais, on parlait tantôt de météo au niveau du bateau, grosse tempête, tu sais, grosse tempête, tout vole partout, installer une introcheuse, c'est pas champion. Tu me permettrais l'expression, mais c'est très difficile. Ouais. Piquer un patient, avoir tes accès, tu sais, tes interventions physiques sont difficiles à effectuer, dans un avion, gérer tes pressions de cabine, l'hypoxie, les effets physiques, tes changements de pression, c'est des éléments aussi qui viennent ajouter une difficulté à ton environnement, à ton intervention, versus quand tu es sur la Terre. Tu ne penses pas à ta pression atmosphérique quand tu es sur la Terre en train Non, d'intuber ça ton m'est jamais patient. vraiment arrivé, ça. Exactement. Si ça t'arrive, c'est que ouais, t'es pas à l'hôpital. Mais c'est effectivement ça. Donc, il y a beaucoup de différences au niveau de l'environnement physique. C'est incroyable à quel point tu peux avoir le même patient dans un environnement différent et ton intervention, ton approche et les préoccupations que tu as aussi sont complètement différentes. Dans le Grand Nord, on a le contexte effectivement des régions éloignées, de l'isolement géographique, du manque de ressources. Et donc ça, l'environnement a une influence aussi sur tes interventions. Au début de ma carrière, on a reçu un trauma de skidoo. Il y avait
il y avait une course de skidoo qui se faisait autour du village. On a reçu un trauma de skidoo, très violent, mais tu as pas de banque de sang. On n'avait pas de médecin au village non plus. On était 5 infirmiers sur place. Puis on a fait de la clinique du village une salle de choc comme on pouvait. Les 5, on s'est réparti les tâches. On a appelé notre médecin à l'hôpital de référence. On avait un médecin sur la ligne. Et puis de là, ben, tu reçois ton trauma. Et donc là, tu es dans un environnement où est-ce que, contrairement au bateau, oui, là, on est entouré de gens qui ont des compétences cliniques, mais je suis quand même limité au niveau de j'ai pas de laboratoire, j'ai pas de banque de sang, j'ai pas de rapid infuser, j'ai pas ma salle de trauma, tu comprends? Ouais. Au niveau de au niveau du ventilateur, on a un respi. Maintenant, il faut être capable de bien l'intuber ou le combituber. Ou dans le temps, c'est des combitubes. Maintenant, on fait des tubes King, mais dans le temps, c'est les bons vieux combitubes. Donc là, c'est l'environnement physique qui vient changer notre approche aussi, notre intervention. Et puis, finalement, tu reçois ce cas-là, tu fais du mieux que tu peux et tu vis avec aussi. Il y a une frustration de te dire, ben, cette même personne avoir été dans un centre de trauma ou dans un centre urbain, on aurait peut-être réussi à faire de quoi, tu comprends? Et donc c'est là que l'environnement physique, il y a les difficultés des régions éloignées restent les mêmes. Tu sais, j'aurais le même trauma sur le bateau, mais j'ai les mêmes difficultés. J'ai pas de laboratoire, j'ai pas de banque de sang. Et donc, par exemple, ce trauma de skidoo, eh bien, nous, quand on a reçu l'appel, encore une fois, c'est de l'information fragmentée parce il est dans le bois, le réseau, il n'y a pas de réseau cellulaire. Donc, nous, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a quelqu'un qui dort près de son skidoo. Mais tu te dis, bon, je suis pas trop sûr, moi, qu'il fasse une sieste à -30 au bord du skidoo pendant qu'il y a une course. Donc, tu te dis, bah, c'est sûr que c'est un accident. Et donc, généralement aussi, les traumas de véhicules motorisés, ils arrivent parfois, souvent à deux. Il y a plusieurs personnes impliquées aussi dans un trauma de véhicule. C'est rarement une personne. Et donc là, on s'attend à la deuxième victime. Et donc, il y a toute cet effort mental ce stress mental qu'on doit gérer, qui est un parallèle hein, carrément avec le bateau ou être sur l'avion. Dans l'avion, tu es tout seul aussi, puis tu es dans un environnement limité. Voilà. Puis est-ce que, tu sais, quand tu arrives puis tu commences, tu sais, le X nombre de jours où tu vas être dans un certain environnement, est-ce que tu as l'impression, Martin, que justement, d'emblée, maintenant que ça fait longtemps que tu le fais, tu es déjà comme un petit peu prêt à savoir comment tu réagirais différemment à cause de toute la logistique? La première fois que tu vas dans un de ces environnements-là, ça doit être, tu sais, complètement différent, là, parce que là, est-ce que tu sais à quoi t'attendre? Est-ce que tu sais, tu sais, ça va être quoi ces enjeux-là? À quel point est-ce que tu peux comme être prêt d'avance? Tu sais, puis on sait le nombre de scénarios, de situations possibles est infini, mais il y a quand même un moment donné, il rentre dans certaines catégories. Fait que comment tu vois ça, tu sais, autant comme en début de carrière que maintenant, ta préparation quand tu arrives dans ces différents environnements-là? J'aime beaucoup ta question parce que je pense qu'il y a deux volets à ça. Je pense que oui, il y a un côté visualisation, un peu comme les nageurs de haut niveau, les athlètes vont faire, ils vont visualiser un peu sans être, sans tomber dans le piège de l'anticipation. Je pense que la ligne est mince entre ça. Faut pas tomber dans cette anticipation qui peut être anxiogène, de dire, ah, il y a peut-être ça qui va arriver, il y a peut-être ça qui va arriver. Puis là, tu as une charge mentale qui se crée. Je pense que l'aspect visualisation de dire, comme tu dis, tu visualises un peu les différentes catégories, puis tu dis, ben, il y a tous ces scénarios, tout ce qui est choc, par exemple, tu dis, ben, ça rentre dans telle catégorie, dans tel scénario, comment est-ce que je gérerais ça? Toutes mes chocs. Bon, après, mes traumas qui peuvent faire partie des chocs. Bon, mes urgences neurologiques. Donc là, tu fais un peu le ménage de ça, puis sans tomber trop dans l'anticipation. Puis je te dirais, il y a ce volet de préparation-là qui est fait. Euh, L'environnement, il y a une adaptabilité aussi que tu dois développer ou que tu développes par défaut. Euh, Souvent, dans une communauté, moi, j'ai commencé à faire des communautés dans le Nord comme agence, puis c'est la réalité, c'est que tu arrives pour dépanner, ils ont un besoin majeur, et donc toi, tu arrives, puis c'est une journée où est-ce qu'on te dit, voici la communauté, la salle de médicaments est là, la salle de traitement est là, voici ta salle de consulte, voici le téléphone de garde, puis demain, on commence, puis let's go, tu comprends? Donc, tu apprends à t'adapter à différents milieux rapidement, question de survie professionnelle, je te dirais. Donc, il y a ça.
il y a cet élément-là, il y a l'aspect visualisation, puis l'aspect le plus important qui est celui qu'il ne faut pas négliger, c'est de te rappeler que tu as du monde autour de toi qui ont de Hmm. l'expérience aussi. Et tu peux pas travailler dans un environnement de région éloignée en te disant que tu vas gérer tout et que c'est toi qui détiens ou que c'est toi qui vas gérer. Tu peux pas faire ça. Et pas juste pour toi, pour ton patient aussi. Il y a du monde autour de toi qui ont de l'expérience, qui ont vécu d'autres choses, qui ont un bagage professionnel, qui souvent en ont vu d'autres, hein, comme on dit, qui ont été là dans l'ordre depuis plus longtemps que toi. Et donc, ces gens-là, c'est tes ressources que tu dois tout le temps t'appuyer, aller voir et construire ce lien professionnel aussi et aller chercher ce bagage-là. Et quand moi, je suis dans une communauté et puis j'ai des nouvelles infirmières qui commencent, qui je vois qui commencent, euh, la première chose que moi je fais, c'est de les supporter, c'est de leur montrer qu'ils sont pas seuls. Parce qu'on a cette tendance à se dire, bon, ben, j'arrive là, je prends plus de responsabilités. On est dans un nouveau rôle. Pour ceux qui connaissent pas le rôle d'infirmière dans le Nord, c'est un rôle qu'on appelle un rôle qui est élargi, qui sort du cadre normal, où est-ce qu'on a des actes qui sont délégués, où est-ce qu'on a des ordonnances collectives, où est-ce qu'on a une autonomie professionnelle. Et donc, c'est un nouveau rôle. Quand tu commences dans ce nouveau rôle-là, euh, tu te mets une pression qui est inévitable parce que tu dis maintenant je dois. Et c'est un piège un peu aussi. Et donc, c'est important d'aller te référer sur les gens autour de toi. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai eu la chance d'avoir du monde qui m'ont pris sous leur aile dès le début et qui m'ont amené à être capable de faire ce que je fais aujourd'hui grâce à leur mentorat, grâce à leur support. Euh, et donc, il y a cet aspect-là si tu veux, de préparation au début de carrière qu'il faut aussi avoir. Puis, parlant d'adaptabilité et d'environnement différent, tu m'as dit, Martin, que tu avais une autre situation dont tu voulais me parler, un dernier environnement différent. Là, je suis vraiment curieux d'entendre cette histoire-là. Ouais, écoute, je t'ai proposé de te parler un peu de cette histoire-là. L'idée un peu, c'était de faire un peu de conversation dans différents milieux, comment on se prépare aux urgences dans différents milieux. Et puis, bon, comme on vient d'en discuter, on a vu un peu le volet carte côtière, région éloignée. Et donc, la préparation, il y a des points communs, mais il y a des éléments complètement différents qu'il faut tenir compte. Ça, c'est un contexte un peu plus particulier. C'est pour ça que je te proposais un peu de discuter de ce cas-là. Il y a la préparation qu'on peut faire quand on est dans notre environnement clinique, donc quand on est dans la phase receveur, hein. On reçoit un appel. Par exemple, nous, dans le cas trauma de skidoo, ça s'en vient. Voilà, donc on se prépare, on a le temps de faire le briefing avec l'équipe, déléguer les tâches, etc., etc. Donc, il y a cette préparation-là, la préparation mentale qui vient avec. Bon, il y a l'autre préparation où est-ce qu'on va vers, comme on a discuté avec le cas de la garde côtière, où est-ce qu'on va vers quelqu'un. Donc, il y a un aspect un peu préhospitalier, stabiliser, ramener. Donc, c'est une préparation qui est différente, comme on en a discuté. Et puis, il y a les cas qui sont complètement inusités, qui te tombent dessus. Que tu n'as pas eu le temps de recevoir l'appel, tu n'as pas eu le temps de visualiser, de faire ton exercice de concentration, de lucidité, de ordre mental, qui te tombe dessus. Et donc, ça, c'est un cas qui m'est arrivé lors d'une de mes missions avec Médecins sans frontières. Je faisais partie d'une équipe d'intervention d'urgence en République centrafricaine. La fameuse équipe avec MSF Espagne du nom d'Eureka. Et donc, nous, notre mandat, c'était d'intervenir. Il y avait des indicateurs, il y avait des indicateurs d'urgence qu'on suivait dans le pays. On avait une grosse équipe mobile. On intervenait en fonction des besoins. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la République centrafricaine, des besoins, il y en a partout, tout le temps. Il y a des conflits régionaux partout, des problèmes de malnutrition partout. Mais on agit sur ce qui est le plus grave, si tu veux. Et donc, nous, on faisait une campagne de vaccination pour la rougeole dans un endroit extrêmement isolé. Là, on est en brousse africaine, où est-ce que le ministère de la Santé même a une très faible présence, où est-ce qu'il n'y a pas d'infrastructure. On est vraiment on est dans rien. On est dans une région qui s'appelle Satema, qui est en face de la République démocratique du Congo, séparée par le fleuve Ubangi. Donc, nous, on est dans cette région-là, en train de faire une campagne de vaccination. C'est une campagne de vaccination qui est en 3 phases. Euh, donc, c'est une grosse campagne avec une équipe mobile
Écoute, on a vacciné près de 100 000 personnes avec une équipe mobile. 100 000? Ouais, ben c'est fait en plusieurs mois, Wow. mais une équipe mobile qui fait ça, c'est quand même impressionnant. Donc, tout ça pour dire qu'on est en campagne de vaccination. Donc, en campagne de vaccination, en équipe mobile, mais qu'est-ce que tu traînes? Tu traînes du matériel de vaccination. Hein, déjà se rendre géographiquement là, c'est très complexe, donc tu vas pas amener du matériel de médecine avancée, de réanimation et autres, puisque tu es limité dans ta logistique de transport. Et donc, nous, on a beaucoup de matériel de vaccination. Puis on a un petit sac d'urgence, un jump bag, qu'on dit en anglais, sac d'urgence, avec, oui, un peu d'épi, un soluté, une intraveineuse, puis le minimum, tu vois, pour donner une chance à quelqu'un. Et donc, on est en campagne de vaccination et on est dans notre campement. Donc, on a un petit campement dans notre base avec, on a un couvre-feu aussi qu'il faut respecter à cause de la situation de sécurité. Et donc, moi, je suis avec une partie de mon équipe mobile. L'équipe mobile, elle est divisée en plusieurs régions puisqu'il faut couvrir toute la région qui est assez vaste. Donc, moi, je suis avec quelques infirmiers. Mon médecin, le médecin de mon équipe, lui, il est dans une autre région. Et puis, on est en train de manger. Et puis, on vient cogner parce qu'effectivement, MSF est là. Et donc, MSF, tout le monde connaît MSF, Médecins sans frontières. Et donc, pour eux, c'est une ressource médicale euh, qui n'a jamais eu, tu comprends, dans la région. Et donc, ils viennent souvent nous voir avec plusieurs problèmes. On doit rappeler que, bon, on va essayer de les aider le plus possible, les référer, les transférer, mais qu'à la base, on est une équipe de vaccination et qu'on n'a pas vraiment un centre de traitement. Tu vois, on fait pas de clinique mobile en ce moment ou quoi que ce soit comme ça. J'en viens à mon histoire, c'est que on est là et puis ça cogne à la porte. Et là, on vient nous voir et on nous dit, venez vite à la petit dispensaire. Le dispensaire, c'est deux civières avec des rideaux un peu rouillés et puis une tige de soluté. Ça ressemble à ça un peu le dispensaire où est-ce qu'on est, à côté là, du village. Ils disent, venez vite, il y a eu un accident. Et j'ai dit, OK, qu'est-ce qui se passe? Moi, je prends le sac d'urgence. Je demande à mon coordonnateur de projet si on peut sortir, évidemment. Il y a ça aussi. On va pas aller par exemple, il y a des conflits armés. On peut pas sortir, même s'il y a une urgence, il faut faire attention. Bon, toute une logistique de sécurité. Demande la permission, part avec les voitures, part avec deux autres infirmiers. Et puis, on arrive, et puis c'est une victime qui s'est faite mordre par un hippopotame. Et donc, moi, j'ai dit pardon. Et elle dit oui, c'est morsure d'hippopotame. Et elle, j'ai dit, OK, morsure, je connais. Hippopotame, je connais. Les deux ensemble, j'ai jamais vu. Je connais pas. Et donc, ça a été un peu surréel parce que ça, c'est le genre de situation, justement, qui te tombe dessus. Jusqu'à la dernière minute, tu sais pas ce qui se passe. Et puis là, on te dévoile le punch de l'histoire et on te dit, mais oui, c'est une morsure d'hippopotame. C'est dur Et d'être bon, préparé pour ce genre de c'est, situation-là. écoute, l'Université de Montréal m'a pas préparé. J'avais pas eu le cours de gestion de morsures d'animaux exotiques en Afrique. Non, 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 non. Et donc, on a tous vu des National Geographic et autres. Et il me semble qu'un hippopotame, tu te dis, bon, c'est violent, c'est agressif et c'est meurtrier. Et donc, voilà, on rentre, puis il me dit morsure d'hippopotame. Et effectivement, il s'est fait mordre la jambe droite au niveau de la cuisse par un hippopotame. Euh, L'histoire, c'est que lui il était en train de pêcher, puis l'hippopotame était territorial, c'est très territorial. Et donc, il était en train de pêcher dans la zone, puis l'hippopotame est venu et puis il a dit, tasse-toi de mon chemin, c'est ma zone. Donc, il a réussi à s'enfuir, mais il lui a mordu la jambe. Et une morsure d'hippopotame, c'est pas comme une morsure de chat. C'est assez traumatique, c'est assez violent. Et donc, là, tu es avec ta clinique de vaccination. Bon, au moins, on va lui donner son tétanos, ça c'est sûr. Mais écoute, tu es mal préparé pour ça. Tu es dans un contexte géographique, c'est un contexte géographique qui est comparable à celui du Nord, dans le sens où tu n'as pas de réseau, tu n'as pas de communication, tu n'as pas de ressources, tu l'évacues où? En République centrafricaine, malheureusement, les seuls centres vraiment bien adaptés pour pouvoir gérer des traumas, c'est en capitale, à Bangui.
Et là, on est loin et on a effectivement pas d'hélico de la garde côtière qui va venir nous chercher, même si j'ai des contacts, ça marchera pas. Donc, là, on est loin. Donc, là, t'as le cas clinique devant toi qu'il faut gérer. Mais après, tu fais quoi avec ça? Si tu arrives à le stabiliser, lui était en fracture ouverte du fémur. C'est déjà un cas qui est difficile à gérer dans un milieu hospitalier, tout seul. Moi, je te mets avec une fracture ouverte du fémur, tout seul dans une salle d'urgence. C'était déjà mal, c'est déjà difficile. Là, on est dans un contexte extrêmement hostile au niveau de l'environnement, au niveau de la géographie, euh, et on doit gérer. Et donc, le saignement, il y avait du saignement qui était encore continu. J'avais un kit de suture dans mon sac. Donc, écoute, je suis pas chirurgien vasculaire, mais t'essaies de faire ce que tu peux. Tu fermes, tu localises le saignement, mais t'essaies de suturer. Tu nettoies, t'essaies de fermer ça un peu. Mais c'est à la fois déchiqueté, il y a la fracture ouverte, mais en nettoyant la plaie, euh, il y a un morceau d'os qui est tombé. Puis moi, je regarde, tu sais, puis il me semble que ça ressemble pas à son. Mais c'était la dent de l'hippopotame qui est tombée. La dent carrément qui est tombée. Puis, mais t'es tellement tu sais, c'est tellement surréel tout ça, ce que tu dis. Je suis en train de nettoyer une plaie d'une morsure d'hippopotame avec la dent qui vient de tomber dans un milieu où est-ce que qu'est-ce que je vais faire avec ce patient? J'ai pas, j'ai un soluté, mais le mieux que je peux faire, c'est l'hémodiluer à ce stade-ci, tu comprends? Euh, Finalement, évidemment, en parallèle, et ça c'est intéressant comme cas aussi, parce que ici, de la même façon, il y a un parallèle à faire avec le bateau. De la même façon, moi, j'ai une équipe aussi, je suis pas seul, j'ai une équipe logistique dans mon intervention. Et donc, j'ai mon chef de projet qui est là, je parle avec la logistique. Eux, ils travaillent en parallèle pour essayer de voir qu'est-ce qu'on fait avec ce patient. Ils me demandent où est-ce qu'on en est-ce qu'on l'évacue, comment on sort, par quelle route. Donc, eux aussi ils sont en train de faire un travail, un peu comme le capitaine sur le bateau faisait, un peu comme le pilote faisait aussi. Tout le monde est en train de faire un peu en parallèle. Où est-ce qu'on va avec ça? Qu'est-ce qu'on fait? Et lui, dans son cas, mais il fallait le sortir, évidemment. Et donc, on a essayé de lui, j'ai essayé de lui faire une attelle, j'ai pas de plâtre, mais une espèce d'attelle pour essayer de stabiliser la fracture une fois que le saignement avait été un peu plus contrôlé. Bon, évidemment, gestion de la douleur, essayer de garder un peu ses tensions sans trop l'hémodiluer. Et puis là, parle en téléphone satellite. Puis j'avais un contact. Bon, on avait un contact avec qui on a passé, puisque pour se rendre à l'endroit où ce qu'on était, on devait passer par une ville qui s'appelle Bengassou. Bengassou, à Bengassou, il y a un hôpital qui est supporté par Médecins sans frontières, la division Belgique. Et donc, eux, là, c'est un petit hôpital de campagne, mais ils sont quand même bien équipés. Ils ont rayon X et ils ont des médecins. Et là, je pense que cette semaine, par chance, il y avait un chirurgien qui était en train de faire une campagne de chirurgie mineure une semaine. Donc, tout était parfait. Et bon, essaie de parler en discussion téléphone satellite. Tu parles avec Ben Gassou, tu dis j'ai une morsure d'hippopotame, et ils te disent pardon. Et tu dis oui, j'ai quelqu'un avec une morsure d'hippopotame qui s'en vient. Et eux, et bien évidemment, beaucoup de médecins africains là qui disent ben, ils sont pas trop impressionnés, ils disent viens, amène-le. Donc, 4h30, 4h30, 5 heures en Land Cruiser en 4x4 dans la brousse à faire des chemins de rivières et autres. Là, on est vraiment, il n'y a pas d'autoroute, il n'y a pas de route qu'on dit bien aménagée. Et donc, c'est un patient qui va être difficile qui va être difficile. Le transport va être difficile. On l'a sorti de là à une autre de nos sous-bases qui est en chemin. Le médecin de mon équipe, finalement, a réussi à trouver du plâtre. On lui a remplacé la telle, on l'a fait d'une attelle plâtrée. Puis il a continué son chemin. Finalement, il s'en est sorti et voilà. Et donc, cette histoire, bien que complètement surréaliste, moi, c'est pour ça un peu que je voulais la partager, c'est que c'était un peu de parler de ces cas qui te tombent dessus, que rien t'a préparé pour, ou que t'as pas eu le temps de te faire la préparation. Et c'est là que tu te dis, mais comment est-ce que je fais face à ça? Et pour moi, c'est un travail qui doit se faire avant. Donc, c'est un travail qui, toutes tes années d'expérience, de gestion de situation, de curiosité aussi intellectuelle, médicale,
que tu espères avoir absorbé un peu de tout ça pour faire face à ça. Et encore une fois, tu peux être sûr que quand je suis arrivé là, j'ai pris une grande respiration, plié mes genoux, puis j'ai dit, bon, OK, on y va, on attaque. Mais ce type de situation, il n'y a rien qui te prépare pour. C'est juste une préparation qui se fait au long de ton parcours et qui souvent nous surprend. Tu te dis, OK, bon, j'ai géré ça pas trop mal finalement. Euh, et c'est vraiment cette préparation qu'il faut faire confiance aussi. On a tous nos bons et nos mauvais coups dans notre parcours professionnel, mais il faut faire confiance un peu aussi à cette expérience qui embarque et apprendre de nos erreurs professionnelles pour pouvoir faire face à ces situations qui sont vraiment hors de l'ordinaire. Donc voilà! J'adore ça, Martin. Merci beaucoup d'avoir partagé. Puis j'ai beaucoup aimé comment tu as ramené ça au principe de base. Nettoyer, nettoyage, désinfection, contrôle de la douleur, prévention de l'infection. Finalement, les principes sont les mêmes, c'est juste dans des environnements complètement différents. Fait que j'ai vraiment aimé comment tu as approché ça. En terminant, es-tu prêt qu'on fasse une couple de questions éclairs avant de finir? Fait que on part avec les petites questions de la fin. Fait que, Oui, vas-y, Martin, vas-y. y a-tu quelque chose sur quoi tu as changé d'avis dans les 12 derniers mois? Là, on est très dans l'urgence, puis dans la préparation, puis tu sais, l'adrénaline, puis le niveau de cortisol élevé, là, let's go. Et il y a quelque chose, je sais pas si c'est l'âge, écoute, qui embarque, qui finalement fait son effet, mais la promotion et la prévention de la santé. Ça, là, je pense que depuis la dernière année, bon, c'est sûr, on en a tous parlé, puis on le sait c'est quoi, mais je pense que depuis la dernière année, c'est quelque chose qui vraiment est plus présent, si tu veux, dans mon opinion. Comme quoi, on devrait, en tant que société, mais mettre tellement plus d'énergie dans ça. Malheureusement, tu le sais, tu travailles à l'urgence, et beaucoup d'auditeurs aussi ont l'expérience d'urgence. On se ramasse tellement à devoir gérer des situations d'urgence qui sont une accumulation de mauvaises habitudes de vie pendant des années. Et on est dans le curatif, on passe au prochain, on est dans le curatif. Et dans un contexte d'urgence, c'est difficile de faire de l'enseignement face à la promotion puisque tu dois gérer, stabiliser, puis passer au prochain. Et, et, et la prévention et la promotion de la santé, tu m'as toujours été carrière d'urgence, de soins critiques. C'est quelque chose que j'ai toujours fait comme, bah, OK, ouais, c'est moins stimulant. Mais comme je te dis, je pense que c'est l'âge. Je me dis, en tant que société, on doit investir. Et c'est pas payant à court terme, c'est payant à long terme. Et ça, si on le comprend pas, on va se continuer avec notre système de santé saturé et toujours en tension. Et donc, ça, c'est un peu la réalisation de cette année, je te dirais. Intéressant. Et bien d'accord. D'un point de vue de population, je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas le choix d'adresser. Qu'est-ce que tu crois que tu as l'impression que les gens autour de toi ne croient pas? Hey, ça, c'est une bonne question. Ça, c'est une bonne question. Puis, tu sais, on parle toujours au niveau de notre carrière ou de notre système de santé, là. Écoute, c'est peut-être une opinion un peu controversée, mais je pense que malheureusement, dans notre système de santé ou dans notre expérience de santé, c'est très personne dépendant. Fait que je m'explique. Euh, le- le- la qualité de soins et l'expérience de santé que tu vas avoir en tant que patient est personne dépendante, malheureusement. Tu vas tomber sur le médecin qui, tu sais, il a vraiment envie de t'aider, sur l'infirmière qui t'a bien trié. Il y a tellement de variables dans ton parcours que c'est malheureusement personne dépendant. Et c'est personne dépendant, entre autres, parce qu'on est dans un système où est-ce que on est quand même très expéditif je te parle au niveau de l'urgence, au niveau clinique, là. Les problèmes mineurs d'urgence, on est quand même très expéditif avec ça, parce que le volume est tellement grand. Donc, on commence à être un peu expéditif, on y va rapidement, on passe au prochain, on y va rapidement, on passe au prochain. Et ça fait en sorte que ben, ça devient personne dépendant. La qualité de soins que tu vas avoir va être personne dépendante. Et les gens qui ont vécu une expérience de santé, si tu as accompagné un membre de ta famille à l'hôpital ou si toi-même tu as vécu, tu vas t'en rendre compte. Tu vas t'en rendre compte que sur tel corps de travail, tu es tombé sur telle et telle personne, puis ça fait toute la différence versus l'autre jour où est-ce que tu es venu, puis on n'a pas trop porté attention à ta détresse, si tu veux. Et donc, ça, je trouve ça difficile en tant que soignante parce que le problème, je pense qu'il y a plusieurs sources à ce problème-là. Mais une des raisons, c'est on devient très expéditif dans notre approche
Et même quand ça devient le problème, puis je m'emporte un peu dans la réponse, mais c'est que ça devient à la fin une façon d'agir, même quand on n'a pas des soirées trop occupées, on est comme, ça devient notre façon de faire. C'est un peu notre programmation de base. Finalement, on est quand même très rapide dans notre gestion des problèmes cliniques. Puis là encore, je généralise. Je veux pas généraliser de façon à dire que c'est comme ça partout, tout le temps. Mais c'est une impression que j'ai, puis qui est un petit peu une opinion controversée. Intéressant. Puis c'est sûr, individuellement, il faut faire attention. Je suis 100% d'accord avec toi. Ça, c'est exactement ça. Quelle question est-ce qu'on te pose jamais que tu as l'impression qu'on devrait te poser plus souvent par rapport à ce que tu fais? Mais c'est une question que je sais pas trop. Écoute, on me pose pas grand, tu sais, on me pose pas vraiment de questions par rapport, tu sais, on me dit juste plus, ah, qu'est-ce que tu fais? Ah ouais, c'est plus par rapport à ce que je suis en train de faire. Mais au niveau de la profession, je pense que le fait de me poser une question comme, c'est quoi le rôle de l'infirmière? C'est un rôle, je pense, qui est pas bien compris. Et il y a des métiers plus traditionnels. Tu sais, par exemple, médecin, c'est très clair. La population en général le sait. Ah, tu es là pour soigner, traiter, diagnostiquer, parfait. Un physio, ben, il va t'aider avec tes mouvements, il va t'aider avec ta réhabilitation. Un avocat va t'aider avec tes problèmes légaux. Mais l'infirmière, elle fait quoi? De un, je te remercie énormément de me donner la tribune ici ben, de l'invitation d'ailleurs, pour pouvoir, tu sais, faire un peu la promotion de ma profession aussi. Parce qu'effectivement, je pense que c'est une profession qui est pas connue beaucoup. Bien d'accord. Dernière question pour toi, Martin, justement. Puis, euh, y a-t-il quelque chose qui te rend optimiste pour le court moyen terme en terminant? Euh, j'aime la formulation de la question, Jean-François, le côté optimiste. Je trouve que ça rajoute une réponse positive. Tu comprends? J'ai pas le choix de répondre de manière positive. J'aime ça parce que on est beaucoup, tu sais, surtout dans notre système de santé au Québec. Bon, j'ai travaillé au BC aussi, j'ai travaillé un peu au Labrador. On a un système de santé où est-ce que c'est toujours, le lexique est toujours négatif. Le système de santé s'écroule, le système est rendu dysfonctionnel. Donc, on a toujours un lexique qui est négatif. Et donc, cette formulation de question optimiste, j'aime ça parce que c'est aussi de voir que, ben, on a aussi de quoi s'accrocher puis de regarder vers l'avant. Euh, Dans mon rôle, je pense que mon rôle a évolué beaucoup. Le rôle de l'infirmière a évolué beaucoup. On commence à développer différents rôles avec les infirmières praticiennes spécialisées aussi. Donc, moi, je suis très optimiste vers l'évolution du rôle de l'infirmière. Donc, il y a une progression du rôle et du savoir et des compétences des différents professionnels de la santé qui, je pense, qui va amener quand même un bénéfice pour la population. Donc, je suis très optimiste face à ça. Puis je pense qu'au Canada, oui, on a nos problèmes, mais je pense que le rôle que moi j'ai comme infirmier est déjà très avancé comparativement à d'autres pays. On fait beaucoup plus que nos collègues dans d'autres pays ont le droit de faire. On est mieux reconnu aussi. Martin, merci énormément d'avoir pris le temps. Ça a été super agréable, vraiment une belle conversation. Jean-François, c'est moi qui te remercie de donner place aux différents professionnels dans ton podcast. Très, 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 très honoré de ton invitation. Beaucoup de plaisir aussi à discuter de tout ça. Voilà. Merci, Martin. Salut.